Bienvenue et bonsoir dans ce nouvel épisode de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Ce soir, nous vous invitons à choisir entre la pilule rouge ou la pilule bleue. Effectivement, ce soir, nous allons parler de matrice. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Gray. Salut Marc. Bonjour la matrice, bonjour les habitants de la matrice. Et puis pour nous accompagner, Mister Pam dit Mario Bros. Salut Pam. Salut habitants de la planète, salut les mecs tristes et salut les mecs pas tristes aussi. Bon, et puis pour recadrer tout ce petit monde, heureusement qu'on a Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut tout le monde. Bon, donc ce soir, vous l'avez compris, on va tenter d'aborder le thème de la matrice à tous les niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que réellement la matrice? Est-ce qu'on vit dans un monde matriciel? Est-ce qu'on peut sortir de la matrice? Et est-ce qu'il y a plusieurs matrices surtout? Parce qu'on parle de la matrice, mais est-ce qu'elle est unique cette matrice? Alors, tiens, qui est-ce qui veut commencer? Au hasard, je suis sur toi Silvano. La matrice pour toi, qu'est-ce que c'est? Tu sais, la question est complexe parce qu'on parle tellement depuis longtemps de matrice que déjà, il faut remettre les choses en place. Ça intéresse 0,01% de la planète, quoi, hein. C'est-à-dire que 99,99% des gens, ils s'en foutent complètement de ce genre de questions de qu'est-ce que c'est que la matrice. Donc déjà, ça, il faut être clair. Après, il faut toujours se placer du point de vue dans lequel on parle. Si tu prends par exemple, en 2008, tiens, on a découvert une tribu amazonienne vivant au Pérou qui s'échappe vers le Brésil à cause de la déforestation, qui n'a jamais rencontré l'homme. Donc, je sais pas si tu as vu, il y avait des images un petit peu partout. Cette tribu a été resurvolée dans un documentaire de la BBC anglaise en 2011. Donc, ils n'ont jamais rencontré l'homme. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il y avait un petit avion qui les survolait, là. C'était avec des huttes assez extraordinaires. Ils étaient peinturlurés en rouge. Si on leur posait, eux, la question « Qu'est-ce que c'est que la matrice ?» ils nous diraient avant, on ne savait pas, et maintenant qu'on a vu ces avions passer dans le ciel, c'est peut-être vous la matrice. » Donc, tu vois, c'est très relatif par rapport à d'où on se place. Moi, tu connais Antoine, j'essaie toujours de me mettre à la place des autres. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait rien. Hein, faut être honnête, on ne sait rien du tout. Donc, à nous de découvrir quelle pourrait être cette matrice. Quelle matrice il y a? Alors, si on se rappelle bien, j'ai le sentiment, moi, que vraiment la notion de matrice et le terme matrice est vraiment apparu avec le film des frères à l'époque, Wachowski, et des sœurs Wachowski aujourd'hui. Et avant 1999, on n'en parlait pas trop. Marc, qu'est-ce qu'on pense? Exact, c'est un petit effet Mandela moderne qui date de quelques années, mais c'est vrai que ce terme-là a été repris par tout le monde, par les scientifiques, par des chercheurs de la physique quantique, des chercheurs de l'holographie moderne. David Bohm, c'était avant quand même, avant le film Matrix, hein, qu'il a sorti ses études sur l'univers virtuel et holographique. Donc on voit bien que dans les Védas, ça remonte à très loin. On appelle ça la grande illusion, la grande Maya. On n'appelle pas ça la matrice encore. Mais je pense que le film des frères, anciens frères et nouvelles sœurs, Wachowski a remis à la sauce moderne l'expression d'illusion, du leurre, de la réalité virtuelle dans laquelle ce jeu d'avatar est en train de on est en train d'incarner ces rôles dans cette matrice. Et le Truman Show, après, a remis au goût du jour, effectivement, la pièce de théâtre de la matrice dans laquelle on est pris. Donc, ce sont des allégories, hein, tout ça, sauf que Matrix, c'était de la science-fiction avec beaucoup d'images symboliques qui nous renvoient à cette réalité précise, cette vision de cette réalité. Le Truman Show, c'est la même chose, avec une vision assez réaliste en 3D en tout cas. La seule différence, c'est que le Truman Show, c'est quand même un an avant Matrix, c'est 98. Ah, c'est juste un an avant? D'accord.
Quand même, un auteur de science-fiction très célèbre, Philippe K. Dick, animait quand même des conférences dans les années 70. Il était même venu en 1974 à Metz, où il expliquait que nous vivions dans une simulation informatique. Donc maintenant, simulation informatique, tu mets aujourd'hui le terme matrice plus à la mode, c'est exactement la même chose. Donc c'est quand même très ancien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à une époque, avant, on va dire, le fait que le terme soit devenu à la mode, on appelait ça soit monde virtuel, soit simulation informatique, soit monde holographique. Et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve pas mal dans soit dans les bandes dessinées SF, je crois que le Vagabond des Limbes, il y a un épisode qui parle de ça, soit dans tous les auteurs SF de l'époque. Bien sûr. Et pour toi, Pam, cette notion de matrice, elle apparaît depuis quand? J'ai commencé, je pense, à entrevoir le sujet effectivement avec la Maya en question et les états différenciés de conscience. Je pense que le chaman de la tribu peinturlurée, lui, devait avoir une autre perception et peut-être concevoir lors de ses voyages astraux ou éthériques d'autres relations énergétiques entre ce qu'on voit, entre les éléments qui habitent cette réalité. Et pour lui, concevoir donc des générations, pour illustrer la matrice, il faut presque que je commence depuis le Big Bang, mais pas le Big Bang, depuis la création originelle, qui est donc à un niveau énergétique très très éthéré, le plus possible, on va dire. Et petit à petit, vont se réaliser dans la matière les entités créées par égrégore ou forme pensée ou désir ou quoi. Et chacune d'entre elles va elle-même engendrer une autre réalité plus concrète jusqu'à arriver à la nôtre qui est là en 3D et qui est grossière, on va dire, dure, mais qui est, est-ce que vous m'avez suivi, qui est engendrée par quelque chose de plus fin, hein, et plus fin, plus fin, plus fin, et l'origine étant le plus fin que l'on puisse imaginer. Oui, alors ça... Donc, après, suivant le niveau dans lequel on a une vision de cette trame de support de la vie en dur, qui est différente. Et prendre la pilule rouge, c'est monter d'un degré dans l'idée. Oui, c'est un rite de passage, on va dire. C'est l'idée qu'on voit mieux, qu'on voit plus profondément, qu'on voit autre chose, qu'on voit et qu'on perçoit un peu plus que les 0,3% de tout le spectre électromagnétique. Alors, si pour vous, vous deviez définir la matrice, parce que tu as commencé un petit peu à le faire, comment est-ce que vous la définiriez, cette matrice? Et puis déjà, peut-être même en amont, est-ce que les scientifiques se sont intéressés à la question et est-ce qu'ils ont commencé à apporter des preuves que l'on vit dans un monde matriciel? Oui, bien sûr. Il y a Karl Pribram qui est connu là-dedans, c'est un neurophysiologiste qui a fait des études, c'est un professeur de Stanford, et neurophysiologiste donc, qui a fait des études sur le cerveau holographique et qui a déterminé que différentes cellules du cerveau réagissent à des fréquences différentes, et c'est le cerveau qui fonctionne comme un analyseur de fréquences qui décompose des thèmes, des modèles de fréquences complexes et qui sont ensuite convertis en objets dans une réalité physique avec un éclairage d'interférence par un rayon laser. Donc c'est les photons qui créent quelque part la réalité physique, et on a vu récemment qu'une équipe, récemment il y a quelques années déjà, une équipe britannique avait réussi à créer une sorte de matière avec des photons. Donc la lumière, on peut créer de la matière par projection avec de simples photons. Donc c'est une construction mathématique quelque part de la réalité de notre cerveau, quoi, en interprétant des fréquences qui proviennent
apparemment d'autres dimensions. Ça, c'est la vision de Karl Pribram. Il y a aussi les expériences de David Bohm dans les années 80, qui disait qu'un signal peut dépasser la vitesse de la lumière. Et donc, ces particules sont aussi des ondes. Et les ondes ne sont pas du tout séparées. Hein. C'est l'intrication en physique quantique des particules. Donc, la non-localité des particules dans la physique quantique, ça fonctionne sans notion d'espace ou de distance. La matière, c'est que de l'information. Et lui, il compare un univers qui est un hologramme, en fait, quelque part. Il y avait donc David Bohm, il y avait Michael Talbot aussi qui a repris ça. Tout ça, c'est les années 80, 90, hein, mais David Bohm, c'est les années 1887 quand même. D'accord. Et toi, Silvano, qui aime bien étayer avec, on va dire, des éléments scientifiques, est-ce que tu as des éléments scientifiques à nous apporter ? Justement, parce que comme disait Marc, il y a autant de théories qu'il y a de scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Et c'est bien ça la difficulté dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'aube des recherches, même si aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui n'est plus tabou, hein, puisque je rappelle que quelqu'un comme le patron de Tesla, Elon Musk, n'hésite pas à dire en conférence de presse devant des journalistes éberlués que nous vivons dans une simulation informatique et qu'il en est quasiment certain. Mais aujourd'hui, il y a trop de théories et on sait trop peu de choses. Parce que même si on prend ne serait-ce que le compartiment des physiciens quantiques, ils ont tellement de théories aujourd'hui qui cherchent à unifier le tout pour contrer la théorie de la relativité estreinte d'Einstein, parce que ça part pas dans tous les sens, puisque toutes les théories, la théorie des cordes, la théorie quantique, la théorie gravitationnelle, ça tient debout, et ça tient debout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas bac plus 12 en sciences physiques. Mais n'oublions pas l'essentiel. Tous ignorent 95% de la composition de l'univers. Personne ne sait de quoi est fait ce qu'ils appellent soit l'énergie noire, soit la masse noire de l'univers, soit dite manquante, et qui sont à la recherche. Après, si on va sur le cerveau humain, comme disait Marc tout à l'heure, des scientifiques que tu as interviewés il y a peu, comme Philippe Guillemont, dit que pour lui, c'est sûr et certain que la mémoire n'est pas dans le cerveau. T'imagines ? Donc, c'est la conscience même n'est pas dans le cerveau. Oui, mais ne serait-ce que la mémoire, avant de parler de conscience, on va demander, tiens, c'est quoi la conscience, tout ça, mais ne serait-ce que la mémoire, c'est-à-dire que ce souvenir de quelque chose, pour lui, ça ne peut pas être basé dans le cerveau. Et il explique en plus très bien, et quand il l'explique, on ne peut que acquiescer. Et donc, c'est très difficile de cette méconnaissance du savoir, et d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est la matrice, et si la matrice existe, tu comprends, toi. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il y a un abus de langage à un moment entre simulation informatique et création divine. Parce que je ne conçois pas la présence d'un ordinateur il y a assez de milliards d'années, c'est peut-être une limitation personnelle, hein, pour arriver à la réalisation qui est sous nos yeux aujourd'hui. Et la simulation informatique, le langage informatique serait plus ou moins en binaire, tandis que la création, je l'appelle divine, mais bon, c'est pour histoire de poser la chose, elle n'est pas binaire, a priori. Elle est, je ne sais pas ce qu'elle est, elle est non binaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit qu'elle soit même infinie à la limite, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il y a déjà en ce moment le principe humide de la réflexion qui suggère que les choses puissent être quadrivalentes, tétravalentes, c'est-à-dire soit positives les deux par exemple, soit une positive, une négative, soit l'inverse, soit les deux négatives, et que ces quatre possibilités-là puissent exister simultanément. En tout cas, en fonction de la conscience de chacun et du niveau d'interprétation ou du niveau énergétique où il se situe dans cette matrice. Pam, au niveau terminologie, ça ne change pas qu'on l'appelle matrice ou simulation informatique ou autre. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est la différence entre simulation informatique et création
informatique ou plutôt divine, là? Non. Par exemple, Antoine donne souvent l'exemple que le jour où on ira conquérir d'autres systèmes solaires, on enverra forcément des robots, parce que forcément aujourd'hui déjà, on voit l'explosion fantastique en l'espace de quelques années dans le domaine de la robotique, à la vitesse à laquelle ça va, en l'espace de 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui est une infime atome dans l'océan de l'âge de l'univers. Donc imagine dans 100 ans, ben forcément on aura des robots très évolués et qui eux pourront aller partir pendant X dizaines d'années à la conquête spatiale. Et donc imaginons, allons plus loin, imaginons que ces robots partent aller dans 100 ans, arrivent dans un système solaire dans 100 ans et découvrent des planètes avec une vie primitive, c'est-à-dire nous par exemple, à l'état actuel. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire c'est ce qui se passe. Alors, peut-être qu'ils vont avoir besoin de ressources, même, parce que même quand tu es un robot, tu n'es pas éternel. Tu as besoin d'éléments pour fonctionner, à moins que on a déjà inventé l'énergie libre et qui sont à l'énergie libre, mais ils ont certainement besoin de pièces détachées, de remplacements et tout et tout. Donc, va savoir qu'est-ce qu'ils vont décider dans la tête de ces petits robots, de ce qu'ils peuvent faire avec ces systèmes solaires où ils ont découvert une vie primitive. Est-ce qu'ils ne pourraient pas décider de l'exploiter, cette vie primitive, à leur fin unique? C'est ce qui est en train de se passer, à mon avis. Juste le principe pour la dissémination sous forme nano, c'est à peu près, à la limite, plus sûr d'arriver et d'en mettre partout. Si le principe de base, c'est l'expansion, la réaction de ces appareils-là en notre présence, elle va être simple. Ils ont besoin d'énergie, d'information ou d'énergie, des deux. Donc, ils vont se servir. Et je crains fort que ce soit ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a quand même une théorie qui dit qu'une partie des reptiliens sont déjà infectés par l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle. On n'a toujours pas de preuves. On pourrait donc appeler ça des agents matriciels. Mais bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas de preuve là-dessus. Et d'ailleurs, de façon finalement assez globale, assez générale, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait réellement de preuves scientifiques sur l'existence de la matrice. Au pire, on a des projections mathématiques sur le concept. Mais c'est peut-être l'un des domaines, j'allais dire de l'ufologie, mais c'est beaucoup plus vaste que l'ufologie, la matrice, où on n'a pas encore suffisamment de preuves pour pouvoir être vraiment affirmatif sur un certain nombre de choses. Alors à partir de là, on va quand même essayer d'explorer des pistes pour avoir un petit peu les différentes visions possibles qu'on peut avoir de la matrice. Peut-être commencer déjà par celle que tout le monde connaît grâce au film Matrix. Est-ce qu'on pourrait vivre donc dans un monde dominé par une intelligence artificielle qui, comme dans Matrix, nous utiliserait pour pouvoir utiliser notre énergie électrique pour se substanter et nous ferait vivre dans un monde donc d'illusions? Au final, c'est ça la matrice, c'est un monde d'illusions. Donc est-ce qu'on pourrait être dans un monde tel que Matrix? Je ne sais pas s'il est d'illusion. Si on imagine dans un parc pour enfants, ces cubes qui sont faits que des tuyaux, des arêtes, comme un Rubik's Cube dont on voit que les arêtes, que l'armature, quoi. Donc ça, ce serait la Maya originelle, et l'invasion étrangère va transformer légèrement l'échelle ou l'angle des barres et leur dimension, et ce changement de paradigme, finalement, nécessite de notre part un effort supérieur pour survivre, évoluer, et c'est cette différence énergétique-là qui leur servirait. Donc, ils transforment légèrement, ils transforment notre perception, en tout cas, des lieux, mais je ne sais pas s'ils transforment la matrice elle-même. Okay. Donc là, dans ce que tu es en train de décrire, il y aurait donc une intelligence supérieure, artificielle ou pas, ça tu vas nous le dire, qui utiliserait notre réalité, déformerait notre réalité pour pouvoir se nourrir de l'énergie créée par cette différenciation? Non, il y a une matrice de base pour l'univers dans lequel on vit,
Et ce que le film Matrice des frangins Wachowski a mis en évidence, c'est l'interprétation qu'en avaient les habitants. Oui. Et les entités, elles viennent où là-dedans? Ouais, elles sont fabriquées par la source. De toute façon, tout est interconnecté, que ce soit inorganique, artificiel ou organique. Donc, à la base, des parasites sont bien organiques, hein, quelque part, et profitent d'une intelligence artificielle pour programmer une simulation dans laquelle on vivrait, effectivement. Tout est interconnecté, d'accord, mais en verrouillant, si on veut, ce programme informatique de base. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette vue-là, ça ne date pas de la physique quantique moderne, ça ne date pas de David Bohm, ça date des anciens textes comme dans toutes les religions de l'Orient, que le monde est une illusion et qu'on peut penser qu'on est des êtres physiques qui se déplacent dans un monde physique, mais c'est aussi une illusion. Donc, on serait que des récepteurs qui flottent dans un océan kaléidoscopique. Alors, si on flotte sur une fréquence particulière et qu'on s'extrait de cet océan et qu'on transformerait nous-mêmes en réalité physique. Donc, en fait, la réalité physique, elle viendrait de l'intérieur de nous-mêmes, de cette projection qui nous est montrée. Donc, c'est notre cerveau, quelque part, qui projette. Je rappelle qu'une équipe japonaise peut fabriquer des hologrammes tactiles. Et ça, c'est qu'une partie de la partie émergée de l'iceberg. Ce qui veut dire que dans les programmes occultes secrets, on sait très bien fabriquer des hologrammes tactiles, donc qu'on peut toucher. Alors attends, avant de partir comme ça sur les chapeaux de roue, Marc, du coup, qu'on comprenne bien, pour toi, la matrice, c'est quoi? C'est une illusion aussi? La matrice est un programme, une simulation, et il peut y avoir des matrices naturelles et d'autres qui sont vérolées par un virus artificiel. Voilà, alors, donc là, tu distingues matrice originelle, c'est-à-dire matrice naturelle, et matrice artificielle, c'est-à-dire matrice fabriquée par une entité. En tout cas, avec des interférences, une sorte de grille de programmation qui fait interférence de manière prédatrice pour se nourrir de l'énergie des avatars qui sont à l'intérieur de cette matrice incarnée physiquement. Et pourquoi il a besoin de créer cette matrice artificielle pour se nourrir de l'énergie des avatars? Pourquoi ont-ils besoin? Non, il se greffe dessus, il la vérole, tout simplement. Ce qui en fait, c'est la grille de programmation de cette matrice énergétique qui est vérolée par un parasite. Tout simplement, qui crée cette dualité permanente de souffrance en chaque humain, entre humains, ces guerres permanentes. Et de toute façon, tout le vivant est interconnecté, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cette matrice artificielle. Donc c'est pour ça qu'on a ces flashs de nos notre multidimensionnalité, quelque part, puisque si les particules sont intriquées à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'univers, de multivers, d'autres dimensions, on peut très bien avoir des flashs de ce que peut constituer notre incarnation dans une autre dimension à la fois. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais bon. Disons que, à vous entendre tous les deux, c'est vachement complexe pour nous, petits humains qui sommes un petit peu ignorants. Alors, on voit bien qu'on est programmé à tous les niveaux. C'est un programme. On vit dans un programme. La plupart des gens sont complètement programmés, conditionnés, que ce soit génétiquement, que ce soit par les poisons du quotidien, par l'histoire qui se répète en boucle. On est dans une boucle temporelle sans fin. C'est l'histoire, c'est le jour sans fin, carrément, avec les mêmes erreurs tout le temps. On nous fait gober que le karma, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter pour s'améliorer. Et on voit bien que l'humain n'a aucune mémoire sociale. Au fil et à mesure des millénaires, les choses se répètent sous un autre format, avec d'autres personnages, des fois qui reviennent d'ailleurs, ils se ressemblent à travers les âges, à des postes différents, avec des fonctions différentes, mais on voit bien qu'on répète tout en boucle. Donc on n'apprend rien. Donc on est dans un programme qui se répète tout seul. C'est-à-dire dans la théorie du reset de 1000 ans de Rocksucker. Je ne parle pas de ça, je parle de la boucle dans laquelle on est et qu'on n'apprend pas, qu'on fait les mêmes erreurs et on se fait avoir par les mêmes scénarios, les mêmes schémas tout le temps, à travers les âges. Voilà, une des interventions des parasites, c'est justement, par exemple, nous faire oublier et de faire en sorte de pouvoir rejouir de nos mêmes erreurs. Parce que sinon, quand il y a un obstacle dans nos vies, c'est censé nous pousser à évoluer. Et il semblerait que dans la création générale, l'évolution était un peu en panne et qu'a priori, cet envoi de parasites
nous causant énormément de problèmes, a priori énormément de problèmes dans notre 3D avec nos mentalités actuelles en tout cas, va nous servir à réfléchir, à se poser là et à dire attends, ça fait 3 fois que je me cogne, soit j'ai élargi la porte, soit je me tourne pour la passer, mais ça va pas être possible sinon. Et donc j'évolue. Et évoluant, je vais vraiment finir par dépasser le poison des parasites et re-rentrer dans le cycle général de la chaîne alimentaire, de la chaîne énergétique. Alors, il y a un gars qui est chercheur à la faculté de philosophie de l'université d'Oxford. Hein. Il est directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité, l'avenir de l'humanité. Je ne suis pas sûr si c'est un institut qui œuvre pour l'humanité ou pas. En tout cas, Nick Bostrom, lui, dit que si nous vivions dans une simulation, le cosmos que nous observons ne représente qu'une infime partie donc, de ce qui existe physiquement, et que ces lois physiques qui régissent l'univers, abritant l'ordinateur responsable de la simulation, peuvent ou ne peuvent pas ressembler aux lois physiques du monde dans lequel nous évoluons. Ça veut dire que pour lui, le monde qu'on observe est dans un sens réel, mais il ne se trouve pas au niveau fondamental de la réalité. Ça, c'est lui qui dit ça, hein, c'est pas moi. Et qu'une civilisation avancée donc, aurait probablement suffisamment de capacité de calcul pour faire tourner un nombre inimaginable de matrices. Et si nous sommes dans une matrice, il en existe alors un nombre important qui diffère de la nôtre. Ça veut dire qu'il y a énormément de matrices différentes, donc de réalités différentes, peut-être de lignes de temps différentes, sûrement. Et donc il dit qu'une matrice peut donner naissance à une civilisation capable de créer ses propres matrices. Donc, il conclut en disant que la réalité peut aussi contenir plusieurs niveaux avec des ordinateurs simulés au sein d'autres ordinateurs et ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est un peu des tiroirs, des niveaux et des tiroirs différents. Oui, c'est le principe des poupées russes, des univers poupées russes, dont d'ailleurs parle Rock Soccer dans son dernier édito, mais on y reviendra plus tard, parce que justement, Rock Soccer a plusieurs, j'ai l'impression qu'il a plusieurs visions de la matrice, et celle dont on parlait tout à l'heure, Sylvano, tu veux peut-être la réexpliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de Rock là-dessus. Pour lui, la matrice, qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, sur Rock, c'est la première image imprimée de la première couverture de son livre, hein, c'est-à-dire que c'est une pyramide un petit peu, tu vois, un signe de la pyramide de Maslow, où tout en bas, il met le bas astral, les archontes, et ainsi de suite, la résistance au milieu, pour aller vers les êtres de lumière, et puis que là-dedans, effectivement, il joue dans une matrice, et que il fallait qu'on en sorte de cette matrice avec des petites recettes pour lutter de ce que c'était cette matrice et comment elle imprégnait notre ADN, comme disait Marc tout à l'heure, en génétique. Et ben voilà, maintenant c'est un petit peu changé. Donc là, je suis pas trop au courant du changement radical de Rock, mais là, je trouve que c'est un petit peu, je me mets toujours à la place d'eux. Hein. Je me dis, punaise, ça me semble bien complexe tout ça pour des pauvres petits humains, parce qu'une fois de plus, je rappelle un truc, hein, que si toute la planète Terre s'inquiétait de ce que c'était la matrice, je serais capable de vous suivre à 100% tout ça. Mais ça n'intéresse personne, mais vraiment personne, quoi. Il faut être conscient de ça. Hein. Alors, c'est bien ça le problème humain, je crois. Depuis la nuit des temps, ils sont très très peu nombreux, les gens qui s'y intéressent. Par contre, quand on tombe sur leurs travaux, on voit qu'ils allaient déjà au moins aussi loin que nous, si ce n'est encore plus loin, voire même dans le cosmos, puisqu'on peut rattacher effectivement certains dessins pétroglyphes dans les grottes à finalement des cartes galactiques, et qu'il semblerait aussi que aux bonnes conjonctions planétaires, aux bons endroits sur la Terre, avec les bons vortex, en ayant le bon niveau vibratoire, le certain niveau de pureté nécessaire, on puisse nous-mêmes voyager spirituellement ou mentalement dans la galaxie ou même ailleurs, sans avoir aucun problème de déplacement corporel, donc, puisqu'il n'y en a pas. Mais sans doute, peut-être, on s'en fout. Le problème, c'est que les humains ne s'y intéressent pas. Donc, pourquoi mettre en branle tout un système ultra complexe pour une chose dont les humains s'en foutent éperdument? C'est ça que je me pose. Parce qu'une partie du poison dans la matrice, c'est justement nous en gros, comme si demain, tu achetais
acheté un chiot et que le chiot est tout calme et que tu mettes un enclos, un surenclos, des fils de fer électrifiés parce que le chiot il se casse alors qu'il reste pas, il attend juste à manger et à boire. J'en achète deux des chiots et j'en ai un dans ta condition et l'autre je l'apprends par exemple à devenir chien d'aveugle et au bout de 2 ans on fait la différence entre les deux. Et effectivement on va aussi trouver ça dans l'humanité. On va voir ceux qui ont fait 2 ans de télévision et ceux qui ont fait 2 ans de yoga, enfin par hasard je dis ça, hein, ou 2 ans de recherche variées et intelligentes. Et qui vont trouver d'autres affinités à la vie, qui vont évoluer d'une manière différente. Des exemples, des particularités, tu vas en trouver 1 million. De toute façon, les exemples et les particularités, on en trouve tous. C'est pas un problème. Moi, je te parle de 99,9% de l'humanité, point barre. Donc, excuse-moi, il y en a 0,1% qui se creuse l'esprit de savoir si on est dans... La pensée collective des suiveurs de la matrice, franchement, on s'en fout. C'est comme dire, on ne s'intéresse pas aux petits candidats politiques parce que de toute façon, même si je votais pour eux, ils ne feraient pas un gros score. À ce moment-là, on ne change rien. Et comme je dis, on tourne en boucle pendant des milliards d'années, des millions d'années, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, parce que la plupart des moutons ne veulent pas savoir qu'il y a des bergers qui sont là avec des clôtures invisibles autour d'eux. La question n'est pas on ne fait rien, à quoi ça sert qu'on débat, ne faisons rien. La question n'est pas là. La question, elle est que quand je vous écoute, cette matrice est d'une complexité infinie et je me demande si quelqu'un a conçu cette matrice, pourquoi il se prenait la peine de la complexifier à l'infini alors que justement nous sommes des moutons. Je vous donnais l'exemple, tu achètes un chiot qui est tout calme et tu as peur qu'il s'échappe et que tu investis des dizaines de milliers d'euros pour faire une clôture électrifiée, ultrason, télécaméra, webcam, parce que tu as peur qu'il s'échappe alors que lui il bouge pas. Attends, non. Je dépense pas un sou, je prends un bâton et je lui enlève les yeux, l'ouïe, j'y casse les jambes. Et c'est ce qui nous arrive là. Écoutez notre émission. On ne perçoit quasiment plus rien. On voit, je te dis, 0,3% du spectre. Voilà, on est carrément. C'est pas la peine d'expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça. C'est pas la peine. 99,9% des gens s'en foutent. Alors pourquoi ils complexifient autant pour s'inquiéter et pourquoi ils mettent. Donc, au bout d'un certain temps, qu'il y a quand même un tout petit pourcentage de la population qui s'intéresse et qui fait des progrès spirituels, intellectuels, le niveau général finit par augmenter. Il est peut-être donc là nécessaire de créer un reset, un remis à zéro, un cataclysme mondial, de façon à rediminuer le niveau intellectuel de la population et pouvoir repartir pour 1000 ans en intégrant tout de suite les premières lignées dirigeantes telles que ça nous est écrit de multiples manières par les fils de... Dire que tu peux attendre 1000 ans, que ça ne bougera pas un iota, le 99,9%, on veut dire. Alors, combien d'hindouistes ont lu les Védas et ont lu les textes sanscrits dans les Védas qui décrivent qu'on vit dans une illusion, dans une simulation, dans une grande maya? Combien il y en a? Allez voir, googlez un petit peu combien il y a d'hindouistes dans le monde. Donc on peut se dire qu'il y a au moins peut-être 1 milliard, je ne sais pas, 500 millions d'hindouistes qui sont au courant de cette illusion. Donc ce n'est pas 99% des gens qui ne s'y intéressent pas. Il y en a 1 milliard. Attends, écoute, je suis allé en Inde, excuse-moi, ils m'ont pas l'air d'être au courant. Hein. Quand tu as 2 milliards de gens qui crèvent de faim, 2 milliards de gens qui ne savent pas le matin quand ils se lèvent de quoi ils vont se nourrir et nourrir leur famille pendant la journée, ça ne sert à rien quand on lui parle de spiritualité, mais à rien du tout. Quoi. La pyramide de Maslow, c'est l'inverse. D'abord, penser à manger, c'est besoins primaires, les besoins primaires. Et justement, c'est là la matrice. On n'a pas besoin d'une matrice, on a juste besoin de gens qui sont en haut de la pyramide, qui nous maintiennent à l'état d'esclave. Et c'est juste suffisant à maintenir un état vibratoire bas, à maintenir un non-éveil, à maintenir une inexibilité à la spiritualité. On rajoute ça, effectivement, comme vous l'avez dit, les médicaments, les vaccins, les émissions crétinisantes à la télé. Puis c'est bon, c'est fini. Donc pas la peine de créer autre chose de ultra complexe pour nous maintenir là-dedans. On va peut-être recommencer par ta vision de la matrice à toi, Silvano, pour mieux comprendre après ton raisonnement. Pour toi déjà, est-ce que la matrice, ça existe et comment est-ce que tu l'aperçois si ça existe? Non, moi je pense qu'on a créé une matrice, c'est-à-dire qu'on a créé une caste de gens qui dirigent cette planète, qui sont tout en haut de l'échelle et qui profitent des autres. Ils n'ont nullement besoin d'avoir créé un truc aussi complexe. On le voit tous les jours dans toutes les décisions qui sont prises. Aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'on habite sur une terre où la majorité des gens n'ont pas
accès à l'eau potable, n'ont pas accès à de la nourriture tous les jours, que l'autre moitié, s'ils font classiquement ce qu'on appelle un métro boulot dodo, donc ils n'ont pas le temps de penser, ils n'ont pas le temps de faire des recherches, ils n'ont pas le temps d'aller sur la net, ils se rentrent, ils mangent, ils font leur popote, de la bouffe industrielle achetée dans les grandes surfaces, et puis voilà, il leur reste juste un petit peu de temps pour s'installer sur le canapé pour regarder une émission certainement pas intellectuelle, et puis aller au lit, quoi. Donc c'est ça, aujourd'hui, la réalité, ils ont pas besoin, et puis on va ramener à ce que ces gens-là gagnent de moins en moins, puissent réfléchir de moins en moins. C'est ça la matrice aujourd'hui sur cette terre. On rabaisse les gens et en haut il y a une caste. T'imagines s'il y avait des extraterrestres qui arrivent chez nous et puis s'aperçoivent que une centaine de personnes a plus de richesse que la totalité du reste des 7,7 milliards d'humains. Non mais attends, qu'est-ce qu'ils penseraient? Imagine, tu rencontres, je sais pas moi, une termitière où tu vois 10 termites qui ont à manger pour 3 milliards d'années et puis les autres qui crèvent de faim. Tu vas penser quoi de cette termitière? Elle est con. Pourquoi ils tuent pas les 10 termites qui sont au-dessus et puis ils se gavent? Eh ben voilà, c'est ça la Terre. Enfin, moi, je me mets toujours à la place d'eux si j'étais un observateur extérieur et je verrais ces milliards de gens qui crèvent de faim, ces milliards de gens qui savent pas comment nourrir leur famille, ces milliards de gens qui triment et avec une caste au-dessus qui se gavent et qui ont beaucoup plus de richesse que pourquoi on les supprime pas, quoi. Je veux dire, c'est juste affolant. Donc si j'ai bien compris ta pensée, finalement la matrice pour toi c'est plus un système qui a été mis en place par une caste d'élite humaine, oui, pour pouvoir rester finalement en haut du pouvoir. Et la meilleure façon de rester en haut du pouvoir, c'est d'éviter à ce que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Donc l'objectif, c'est de les abêtir, de les abrutir, que ce soit par le travail, que ce soit par des émissions, par les jeux vidéo, par un petit salaire ou pas de salaire du tout. La peur et les religions aussi. C'est simplement le monde matériel qui fait pression et qui maintient cet esclavagisme et cet asservissement multimillénaire, cette dualité, cette chair à canon qui tourne en boucle, qu'on persuade par contrôle mental maintenant technologique, pas seulement hypnotique naturel, avec des technologies, des armes à hyperfréquence qu'on connaît. Il n'y a pas que l'Institut d'ingénierie sociale Tavistock des années 20 à Londres, avec Aldous Huxley, financé ensuite par les Rockefeller. Il y a toute cette panoplie de brevets militaires déposés depuis la guerre froide, depuis la Seconde Guerre mondiale, sur ces armes à hyperfréquence, donc qui émettent de la télépathie synthétique, c'est-à-dire qui nous envoient par des fréquences des idées sombres, des idées négatives dans notre cerveau, en nous faisant penser que ça vient de nous. Et en fait, ça vient de l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on déclenche des tueurs qui n'ont pas de passé de passif, de tueurs. Finalement, en une seule phrase, de tout ce qu'a dit Silvano, c'est la matrice, c'est la structure sociale qui subordonne l'humanité à sa volonté, c'est tout. Et comme il n'y a aucune mémoire sociale par justement cette maintenance dans ces besoins de base matériels et animaux, de survie, de survivalisme, c'est pour ça que tout est entretenu par ces petites castes qui sont en fait des adorateurs de Satan, il faut le dire, de l'occultisme négatif, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que tous ces lieux, hauts lieux énergie et ces points d'ancrage et ces chakras, ces vortex terrestres de cette planète, de cette grille de contrôle planétaire, ils sont totalement sous leur contrôle. C'est-à-dire le New Age, c'est eux. Je signale que le New Age, ça date bien avant Aleister Crowley, Blavatsky et compagnie. On parle de New Age déjà dans les écoles des mystères qui ont été détournés par les loges noires du début de la franc-maçonnerie en Égypte à l'époque. Donc effectivement après le déluge, on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie et toutes les connaissances, les archives. C'est un peu Fahrenheit 451 de l'époque, mais tout ça, quel est le plus grand ennemi du système de contrôle de la matrice? C'est la connaissance. L'accès à la connaissance. Donc on nous maintient dans ce monde matériel basique où la plupart des gens ne pensent qu'à survivre matériellement. Donc cette peur de la mort, on l'entretient par la psychose de terreur permanente. Et donc cette structure sociale qui nous a servi, c'est la matrice en fait quelque part. Oui, c'est un voile, un filtre devant nos yeux qui est devenu
pas seulement psychiques, mais physiques. Donc voilà, tout ce qui peut subvenir à nos besoins matériels pour nous couper du spirituel. Et alors, par contre, ceux qui se déconnectent complètement de ce monde matériel, ce sont les fanatiques religieux. Alors les religions, les théocrates, ont été tous infiltrés à leur tête, les 3 religions monothéistes, par justement ces mêmes cultes, ces mêmes sectes à l'intérieur des sectes, qui contrôlent toute la masse de moutons qui a envie de s'éveiller, de voir au-delà du simple besoin matériel, qui est prêt à sacrifier justement cette survivance purement matérielle et physique pour le spirituel, mais qui est récupéré par ces forces, ces énergies, ces égrégores religieux qui sont là pour complètement détourner de leur quête les gens qui ont envie de s'éveiller spirituellement. Voilà, c'est tout. Donc elle est sociale, elle est spirituelle par le contrôle spirituel des religions organisées, et il y a sûrement aussi d'autres couches dont on va parler, vous en êtes conscient. En tout cas, là on commence vraiment à au moins apercevoir deux visions de matrices différentes, dans lesquelles ce que tu viens de décrire s'inscrit très bien dans les deux visions, c'est-à-dire soit une matrice tout simplement dirigée par une élite humaine, et juste à ses propres fins, soit une matrice dirigée par des entités extérieures à la Terre, puis on peut peut-être même en imaginer une troisième, c'est une matrice où il y a ces deux combinés, c'est-à-dire l'élite humaine qui sert de berger, voilà, ce cheptel de mouton, et puis qui ensuite permet de convoyer la nourriture aux entités. Si on imaginait autre chose qu'une élite humaine, mais une indépendance progressive de chacun, oui. En couplant la version énergétique et la version sociale saine, on va dire. Alors, tout à l'heure aussi, Marc, tu parlais de la matrice originelle, donc que tu as bien distingué de la matrice artificielle. Tu la vois comment, par contre, cette matrice d'origine naturelle ? Je la vois plus proche de la source, effectivement. C'est comme un système chamanique. Organique, oui, organique, plus tourné vers le naturel. Chamanique. Comment ? Chamanique ? Oui. Oui, chamanique dans le sens de la vision. Holistique, chamanique, oui. Global, énergétique, oui, voilà. Interactif, équilibré. Ouais. On retrouve ça dans les anciennes cultures, donc, et les cultures amérindiennes, aborigènes et chamaniques, comme tu dis, et d'autres tribus premières qui étaient plus connectées avec la nature, donc qui passent par quelque chose de plus organique, des énergies naturelles, plus liées à la source, sans interférence, quoi, avec pas une relation de maître à esclave, tout simplement. Voilà, qui vivent dans l'harmonie et dans la détection et l'utilisation des synchronicités à des fins, je dirais, à des fins justes, voilà, et harmoniques, et équilibrées. Pas déséquilibrées comme c'est le cas dans une matrice artificielle aujourd'hui, où tout est pipé, tout fonctionne sur le leurre, la tricherie, le mensonge et l'illusion totale. Voilà, la vérité. Il y a une idée qui me plaisait beaucoup chez Anton Parks. Dans leur création, le dernier arrivé, le dernier produit, arrive tout de suite avec toute la connaissance des anciens, ce qui les autorise à accepter tout de suite qu'ils vont se faire dépasser par les nouvelles générations. Or, nous, il me semble, l'humanité est assez bloquée par les vieux patriarches qui ne veulent pas lâcher la place et qui nous transmettent qui tâchent de nous transmettre leur tard non évolutoire. Alors, tout à l'heure on a parlé du dernier édito de Rock Soccer, où effectivement ça tranche quand même assez de façon assez claire avec tout ce qu'il avait pu écrire dans ses précédents éditos. Donc dans ses précédents éditos, on serait dans un monde matriciel maintenu par des entités, on va dire, qui se seraient mis à l'écart dans une sorte de boucle temporelle pour pouvoir survivre, et qui ferait une sorte de reset tous les 1000 ans de notre univers. Et dans son dernier édito, c'est vrai que la vision est un petit peu différente.
Là aussi, ça a été étayé que sur un seul édito, donc on attend le 91 pour en savoir un peu plus. Cette matrice, en fait, aurait été créée par la source de notre avatar et servirait à chacun d'entre nous de pouvoir expérimenter des milliers de vies différentes. C'est-à-dire que, on va dire, notre moi d'origine s'inscrirait dans un univers où il ferait des essais de vie, et dans une de ces vies, on aurait la possibilité de créer un autre univers matriciel dans lequel on pourrait faire d'autres essais de vie, et puis comme ça, comme des poupées russes, ou un petit peu comme dans le film Inception, hein, à chaque fois quand il remonte d'un cran dans les rêves, on irait dans une zone temporelle de plus en plus condensée, où on pourrait expérimenter de plus en plus de vies, et puis au final, on pourrait en faire comme ça des millions de vies, et en remontant, ça ne durait que quelques secondes. Tu as à peu près compris la même chose que moi, Sylvano? Oui, avec aussi, il met beaucoup sur l'ego, quoi. C'est-à-dire que l'ego serait responsable de pas mal de choses. Bon, c'est une nouvelle théorie. Voilà. Une nouvelle vision, mais qui par contre est beaucoup moins négative que toutes celles qu'on a décrites depuis le début de notre conversation, où pour le coup, ce ne sont pas des entités négatives ou des grandes élites humaines qui créeraient ce monde matriciel pour nous asservir, mais ce serait nous-mêmes qui nous mettrions dans finalement ce genre de disposition pour pouvoir expérimenter des vies différentes. Ouais, enfin, je sais pas si tu vas dire ça aux gens qui crèvent de faim et aux gens qui savent pas quoi manger, hein, s'ils sont d'accord sur le fait que c'est eux qui ont envie de se mettre là-dedans. Ah oui, alors après c'est toujours pareil. Eh oui, après, le problème, c'est que tous ceux qui pensent, là, comme l'autre jour avec Umberto Molinaro, ils voient toujours le monde à travers leur vision à eux, quoi, c'est-à-dire leur vie à eux, quoi. Mais il faut juste rappeler que non, si tu veux raisonner sur l'univers, si tu veux raisonner sur ces problématiques-là, il ne faut pas raisonner par rapport à ce que toi tu vois, et à ce que la grande majorité des humains sur Terre voient. Et là, je suis désolé, mais je ne suis pas ni d'accord avec Umberto, ni d'accord avec Rock sur ce point de vue-là. Mmh. Oui, et ce que je veux dire, c'est que soit c'est vrai, soit il a raison, et puis du coup, la personne qui crève de faim, c'est elle qui a décidé d'expérimenter une vie de famine. Ah, mais c'est ça. Soit il a tort, et effectivement, je vois pas. Imagine 2 secondes de ce que tu viens de dire, quoi. Imagine quelqu'un qui a envie d'expérimenter une vie de famine et qui va mourir, quoi, hein, dans le désert, à bouffer des cailloux. Laisse tomber, c'est juste impossible, quoi. Oui, mais... Une te dit, allez, pourquoi pas, quoi. On compte en milliards, Antoine. Non, mais dans le principe, c'est la même chose avec la réincarnation. Il ne faut pas oublier non plus quelque chose d'autre. C'est qu'on était 1 milliard au début du siècle et on est 7,7 milliards maintenant et qu'on va être 50 milliards. Donc, après l'histoire du karma et tout, là, qu'on expérimente de nouvelles vies, elles arrivent où, ces nouvelles vies? Puisqu'on était 1 milliard, on est 7,7 milliards, on va être 50 milliards, ça arrive d'où? Alors, ça par contre, ça s'explique facilement avec la dernière version matricielle de Rock, là, du Top Secret 90, pour ceux qui nous regarderaient dans quelques années. C'est le Top Secret qui est paru en mars-avril 2017. Ça s'explique assez simple, hein. Les avatars dans chaque sous-univers, potentiellement on peut en créer autant qu'on veut. Tu vois, de la même façon que moi j'étais un joueur sur Lord of the Rings Offline, j'avais une dizaine d'avatars. Donc potentiellement, avec cette explication-là, ça se tient. En dehors de cette explication-là, c'est beaucoup plus difficile à tenir. Et pourquoi ça se tient? Alors, si on reprend le dernier édito de Rock, on est dans une sorte de jeu vidéo. Donc pour ceux qui ont fait du MMO RPG en ligne, tu te crées un personnage, tu le fais évoluer, puis tu peux très bien t'en créer un deuxième, tu vas le faire évoluer, puis un troisième. Par contre, ils vont jamais se rencontrer. Non. Parce qu'ils peuvent pas. Parce que forcément, quand tu joues un personnage, donc si tu veux, si chaque joueur crée chacun une vingtaine de personnages, et puis si chaque personnage a la capacité... Pourquoi cette explosion exponentielle, alors qu'elle n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité? Elle n'a jamais existé parce qu'il y a eu suffisamment de guerres pour pouvoir, et de peste, pour pouvoir faire le grand ménage par le fond.
Ah, alors je justement, pense. tiens, si le but c'est d'avoir le plus d'esclaves, alors on revient à la matrice. Alors pourquoi cette matrice elle est aussi stupide d'avoir créé des guerres et puis des maladies pour pas avoir peu d'esclaves? C'est un truc qui va pas non plus, quoi. Bien sûr. Mais alors ça dépend laquelle. Et là-dessus, je me fais l'avocat du diable sur tout ce que je dis, hein. Si c'est Non, dans la mauvaise ou la bonne, ils veulent nous utiliser. Donc plus ils veulent nous utiliser, plus ils ont besoin d'hommes, d'humains, quoi. Alors par rapport à une matrice humaine, effectivement les élites, il a fallu un certain nombre de temps pour qu'elles puissent se regrouper et être mondiales. C'est-à-dire qu'avant les élites étaient juste régionales, on va dire. Donc ça peut expliquer cela. Pour une matrice externe, où on a besoin d'un cheptel, effectivement là l'intérêt c'est comme dans le film Ascension Jupiter, hein, c'est d'avoir un maximum de personnes pour arriver au seuil de récolte. Combien c'est 100 humains pour faire un petit flacon comme ça. Ouais. Voilà. Ça dépend de la qualité vibratoire de l'âme humaine à un temps T dans l'histoire, et c'est justement ça peut-être qui déciderait, aussi avec l'état de panique, d'être découvert ou d'éveil ou de révolte du troupeau humain, du bétail humain, un moment T dans l'histoire qui déciderait, et aussi peut-être avec des concordances cosmiques, hein, peut-être. Je sais qu'il y a des mouvements cosmiques dans la galaxie par rapport au Soleil, etc. La géo-ingénierie bloque les rayons du Soleil pour nous empêcher effectivement, et empêcher tout le vivant de s'élever vibratoirement. Ça, c'est aussi une autre théorie qui peut se défendre, hein, scientifiquement. Est-ce que justement cette moisson des âmes, et donc le reset dont parlait Roch, c'est pas une conjonction de tous ces paramètres dans l'histoire? Je ne sais pas. Il y en a qui parlent de 1000 ans, d'autres qui parlent de 15 000 ans, 5 000 ans, 10 000 ans, d'autres beaucoup plus, tout dépend. On voit très bien quand même dans l'histoire qu'il y a eu des traces de déluge, de catastrophes cycliques, en tout cas. Et ça c'est un fait. Oui, je voulais dire tout à l'heure, là, puisqu'il y a la moitié de la planète qui crève de faim, c'est pas vraiment une situation normale pour démarrer la réflexion. Ça, d'où elle vient cette moitié qui crève de faim? Normalement, elle devrait même pas arriver là. C'est pas possible, c'est pas logique. Si tu crèves de faim, t'es mort, tu fais pas d'enfant. Alors je sais bien que moi, plus on a de mal à vivre, plus on a tendance à vouloir se faire aider par son personnel familial, on va dire. Je crois, hein. D'un autre côté, non, tant que ça marche comme ça, il n'y a pas d'évolution. Il faut arriver au niveau intellectuel de réflexion et pour comprendre qu'il ne faut pas abuser, qu'il faut laisser les choses propres de façon à ce qu'elles puissent être durables. Et voilà, je ne sais pas. On ne peut pas commencer une réflexion sur la pérennité d'une situation alors que de base, elle est fausse. C'est pas normal. C'est dû effectivement au système commercial, de bourse, etc., et de maintien en esclavage et en dette perpétuelle de la population déficiente que cette situation existe. Sinon, c'est pas possible. La dette n'existe pas. La dette n'est qu'une création du lobby mafieux des banksters, de toute façon. Donc nous, on essaie de nous faire payer les intérêts de cette dette ad aeternam pour nous maintenir encore plus dans cet asservissement financier et d'esclavage. Donc à la base, quand tu vois qu'au niveau animal, l'animal, qu'est-ce qu'il fait quand il est en péril? Il se reproduit de plus en plus. Donc c'est quand les choses vont mal. Le réflexe de survie des populations du tiers-monde, principalement d'ailleurs, c'est de faire de plus en plus d'enfants pour que les enfants résolvent les problèmes matériaux, physiques de survie de leur espèce, de leur tribu, etc., de leur peuple. Donc on voit bien qu'il y a un programme d'empoisonnement concerté, principalement avec les chemtrails, les vaccins, tous les poisons dans la bouffe, l'air, les médocs, et tout ce qui nous environne, tout ce qu'on respire et ce qu'on avale. Et les cosmétiques dans la vie, voilà, exactement, pour perturber nos glandes endocriniennes. Et on voit bien qu'on est en train de ralentir, effectivement, la fertilité humaine. Il y a vraiment un plan concerté là-dessus. Ça, c'est prouvé. On a les documents là-dessus. On voit bien que certaines pseudo-élites, parce que je n'appelle pas ça des élites, c'est plutôt des prédateurs qui décident à ta place et qui t'imposent des choses que, sans respect d'ailleurs et sans concertation, sans te demander ton avis, donc, et qui après te font gober que tu vis dans une démocratie, démocratie, pardon. Et donc,
à un moment donné, on arrive à ce concept du troupeau qui est prélevé parce qu'on a, je vais essayer de l'interviewer, David Paulides, c'est un Américain qui a fait des recherches sur les disparitions dans les parcs nationaux aux États-Unis, aux quatre coins du monde. On s'aperçoit qu'il y a des milliers de gens qui disparaissent comme ça, on ne retrouve aucune trace. Donc dans le jeu de la matrice, on voit bien que beaucoup sont prélevés. Comme c'est pas seulement des fugues ou du trafic d'organes ou des sacrifices rituels, c'est prélevé par on ne sait pas qui. Moi, ayant fait un peu d'ufologie depuis 2011, je commence à me douter de quelques espèces qui prélèvent, comme les mutilations de bétail, c'est un peu la même chose, sauf que là, ils sont rendus à la terre et déposés donc de leurs engins. Mais là, on voit bien qu'il y a des milliers donc, de moutons du troupeau humain qui sont prélevés tous les ans. Donc on voit bien qu'on est dans une sorte de jeu, mais c'est un jeu macabre, quelque part, donc avec ces gérants, dont on pourra parler tout à l'heure, et après on parlera de résistance, mais effectivement, cette dame qui a travaillé pour l'administration Bush, que je cite tout le temps, parce qu'elle a été interviewée encore récemment par je ne sais plus qui, je crois que c'est le projet Camelot, Karen Hughes, qui a travaillé plus de 20 ans dans le département juridique de la Banque mondiale, la Banque mondiale, pardon, je confondais avec une autre, Catherine Austin Fitts, qui a travaillé pour Bush. Elle a été mise à la porte suite à ses rapports concernant des nombreux cas de corruption. Elle a dit elle-même qu'elle a assisté à une réunion mondiale où elle a vu plusieurs grands êtres au crâne allongé qui se sont attablés à la réunion de la Banque mondiale, donc de l'élite des financiers internationaux. Donc ça te dit quoi? Elle refuse de dire que ce sont des extraterrestres. Pour elle, ce sont des terrestres, pas très extra, mais peut-être intraterrestres en tout cas. Mais le groupe qui est derrière le réseau de contrôle, l'un de ces groupes, ce sont des hominidés, ce ne sont pas des êtres humains, mais ils sont très malins, pas créatifs, ils sont mathématiques. Ils avaient juste une force beaucoup plus importante durant la glaciation. Ils ont des crânes allongés, ils peuvent faire un enfant en s'accouplant avec des humaines, mais cette progéniture est stérile. On vit dans un monde de sociétés secrètes et de secrets et d'informations et l'information qui doit être publique ne l'est pas. On retrouve le même genre de dires dans le livre de McTonis, qui a été retrouvé décédé d'une cause naturelle un matin devant sa tasse de café, alors que le gars était en pleine forme, avait 36 ans, je crois, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les cryptoterrestres », en parlant justement aussi d'autres espèces qui vivraient à l'intérieur de la Terre, mais qui ressortent pas mal en ce moment et qui justement contrôlent aussi la finance. Donc là, on voit bien que c'est quelque part avec ces deux témoignages, mais aussi d'autres, c'est pas les seuls qui en ont parlé, on voit bien qu'il y a d'autres espèces que de simples humains qu'on voit tous les jours qui contrôlent ce petit groupe de prédateurs qui gèrent nos vies, en fait. Et tant qu'on ne sait pas de ça, on ne va pas avancer. On a les crânes, d'entre autres à Paracas, qui prouvent bien qu'en plus, il y a plusieurs formes de crânes allongés. Il y en a qui sont bifides, presque, quasiment. Il y en a qui sont allongés. Il y en a qui sont tronconiques. Il y a plusieurs espèces, a priori. Alors, c'est peut-être déjà des hybrides, mais je ne sais pas. Alors, pour en revenir à la matrice, donc... moi, j'ai le sentiment qu'il y a au moins donc je ne vais pas dire deux camps, mais deux visions qui se dessinent. C'est donc maîtrise humaine, maîtrise par entité. Du coup, si on veut commencer à parler de solutions, parce qu'on parle souvent, il faut sortir de la matrice. Ça signifie quoi dans ce cas-là, sortir de la matrice, si c'est une matrice artificielle, plus sociétale, gérée par une élite humaine, et qu'est-ce que ça signifie sortir de la matrice si c'est plus une matrice, on va dire, créée par des entités aliens? Celle qui est créée par les entités aliens, c'est un petit peu celle qui est devenue empoisonnée pour nous. Et pour en sortir, c'est le changement de paradigme, c'est passer du côté égocentré, égocentrique, service to self, STS, à celui SDA, service des autres, STO en anglais, service to other, où on partage, où on distribue et où on équilibre nos consommations et nos savoirs, et on est généraliste, et s'il y en a un qui a trouvé quelque chose, il donne la solution à tout le monde, et là, on évolue évidemment beaucoup plus vite. Oui, mais ça veut dire quoi dans les deux exemples que j'ai donnés? Ça veut dire quoi sortir de la matrice?
Eh ben, ça veut dire changer de manière d'interagir avec les autres, avec la nature, avec l'environnement. C'est-à-dire retrouver une manière de traduire nos stimuli, notre vision, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on voit, de manière plus consciente de notre de l'environnement, des autres. Ouais, alors, c'est plus compliqué que ça, la réponse. Il n'y a qu'une solution, il n'y a pas de solution. Ça ne sert à rien les demi-mesures. Non, il faut résister en créant notre propre monde plus juste pour nous, pour le superposer justement à ces filtres artificiels qui nous pourrissent la vie et qui nous vérolent mentalement, psychiquement. Et ce virus, il faut complètement l'éradiquer. Donc, je veux dire, faire comme en Grèce, en Islande, jeter les députés dans les poubelles, jeter les banquiers véreux en prison. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on a un pays qui a plus de 300 000 habitants qu'on ne peut pas faire la même chose. Donc, il y a un moment, il faut prendre les choses en main et recréer sa propre économie, juste une économie parallèle, et subvertir cette matrice. C'est pas seulement résister, c'est un état d'esprit, en fait. Donc ça signifie créer un nouveau monde. Voilà. Le modèle, c'est ce que vient de dire Marc, le modèle, c'est le modèle islandais, quoi. Le modèle, c'est la révolution. C'est pas le modèle grec, et grave, pas du tout, parce qu'en plus, eux, ils se sont fait doublement baiser, vu qu'ils sont maintenant au ticket de rationnement, donc ils n'ont pas mis de députés à la poubelle, ils se sont fait enfler par l'extrême gauchiste Tsipras, qui lui s'est tout de suite vendu à l'Europe, et donc ils sont tombés de Charlie-Bon-Silla. Donc, par contre, le modèle islandais est remarquable, quoi. Et voilà, une révolution pacifique, hein, par révolution de 1789, il fallait couper les têtes des gens, quoi. Mais bon, il est temps de passer à autre chose. Je vous conseille l'excellent livre de Michel Onfray, son dernier livre, qui parle d'une nouvelle société. Il la met en place, il la décrit. C'est juste remarquable, quoi. Oui, donc ça passe par un changement de paradigme de notre société, c'est créer le nouveau monde. Ça passe comme sur le modèle islandais, comme les Islandais l'ont fait. C'est pour ça qu'on parle de très peu de l'Islande dans les médias mainstream, parce que l'Islande était au bord du gouffre, ils s'en sont sortis avec leur trip et avec leur volonté, tout seul, en éjectant tout le monde. Voilà. Et maintenant, il ne faut surtout pas en parler, parce que c'est un modèle à ne pas suivre pour les autres, parce qu'ils en ont bien peur. Alors là, je vais reprendre ton argument de tout à l'heure, par rapport aux milliers de bonhommes qui meurent de faim de l'autre côté du monde. Eux, le modèle islandais, ils en ont jamais entendu parler. Pareil, malheureux, c'est pire, parce que s'ils meurent de faim, il ne faut pas oublier que les dictateurs africains que la France maintient au pouvoir depuis des dizaines d'années sont richissimes, ont des comptes en Suisse qui débordent, leurs fils, leurs oncles, leurs nièces, leurs neveux roulent en Ferrari dans les rues de Cannes, Monaco, à Rome, ils font des esclandres partout, et ils maintiennent le pouvoir, et eux, ils crèvent de faim, quoi. À eux, c'est encore beaucoup plus simple pour eux de faire la révolution, quoi, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et n'oublions pas les autres pays qui mettent des dictateurs en place et qui ont fait la même chose que nous, hein. La Chine, les États-Unis, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Bien sûr. Alors, qui dit matrice dit aussi agent de la matrice, et je sais que pour vous, les agents de la matrice sont partout, et puis même dans le milieu ufologique. Hein. Pour toi, Marc, quelqu'un comme Corey Goode, par exemple, aux États-Unis, serait un agent de la matrice. Corey Goode est en train de rallier à lui toute l'ufologie américaine qui est déjà sous contrôle mental des services de renseignement, de la CIA, de la NASA depuis 60 ans, et qui est un bras armé, l'ufologie américaine, de certains extraterrestres et de cette collaboration militaro-industrielle et maçonnique américaine, et donc du nouvel ordre mondial, pour envoyer des gens sur des voies de garage en leur disant peut-être 50% de vérité. Alors évidemment ça résonne en nous parce qu'on sait que c'est vrai, mais le reste enrobé avec de grosses conneries. Corey Goode, franchement, il est bien vu par tous les Stephen Gray et compagnie et autres, encore que je ne sais pas s'il va être à contact dans le désert, là. Mais on voit un paquet de désinformateurs qui sont dans la fausse divulgation. Elle est orientée, cette divulgation. Si elle vient on te fait croire que ça vient de sources privées, mais en fait, pas vraiment. Mais évidemment, Marc, c'est Corey Goode, Stephen Greer. À chaque fois, tu as des informateurs comme ça, Grélé en France. C'est des mecs. De toute façon, si demain tu avais organisé un service de désinformation et d'espionnage, qu'est-ce que tu fais? Moi, je créerais un
un ufologue, je lui donnerais quelques petites informations et puis il irait bramer partout. Et puis voilà, tout le monde se rattachera à lui pendant un moment. Quand il sera usé, je le remplacerai. Exactement ce qui se passe avec Jean-Pierre Petit. Mais tous les ans, on a ce faux espoir que la grande divulgation va commencer. Alors tous les réseaux ufologues qui attendent impatiemment, qui eux voilà. sont peuplés de gens qui ont des vrais contacts avec d'autres êtres, qui se disent « Ah, enfin, on va le savoir ». Mais tous les ans, c'est la même chose. L'année dernière, c'était l'élection d'Hillary avec Podesta, qui promettait la divulgation, qui en fait n'a pas du tout… s'est avéré être un énorme pédocriminel du Pizzagate, et puis se sont retirés de la course et fait remplacer par un autre prédateur, Trump, qui vire tout le monde à tour de bras, et qui va peut-être contribuer à déclencher cette troisième guerre mondiale théâtralisé au début, mais je ne sais pas s'ils veulent moissonner les âmes maintenant ou plus tard. En tout cas, le problème, c'est ça, c'est cette divulgation, c'est tous les ans qu'on a affaire aux mêmes promesses complètement bidonnées. Moi, depuis 2000 ans, je fais de l'ufologie intensive. Je peux te dire qu'au moins 2-3 fois par an, tu as tous ces faux espoirs, ça tourne en boucle. Là, c'est la boucle de la matrice. Là, on la voit en ufologie. Elle tourne tout le temps. Il n'y a rien au bout. Rien, absolument rien. On sait, on a toujours su, on le sait intrinsèquement dans notre ADN qu'on n'a jamais été seul et qu'on est un produit aussi qui vient d'ailleurs. Donc, quelque part, un produit génétique ou un avatar, un hologramme, comme tu veux, mais quelque chose qui n'est pas uniquement purement terre-à-terre et terrien, à part, effectivement, les bouts de viande sur pattes, les porteurs organiques, les gens qui ne pensent que par la survie matérielle, et c'est tout ce qui les intéresse, d'accord, eux, ils ne se posent pas de questions. Mais ceux qui ne se posent pas de questions, on s'en fout. Ils ne vont pas nous regarder de toute façon. Donc, on ne leur pose aucune question, on ne leur apporte aucune information. Ça ne va pas les faire basculer d'un côté comme de l'autre. Donc, nous, on parle aux gens qui vont nous regarder, en fait. Donc, et puis même, par exemple, un pays comme l'Italie, où tu as Pietro Buffa et Mauro Buglino qui apportent maintenant la preuve depuis 3 ans en faisant des conférences sur conférences que nous sommes issus à partir de l'Homo habilis de manipulation génétique, plus les écrits de Biglino sur les Elohim et comment ils nous ont fabriqués sur Terre, ça ne provoque pas de révolution en Italie. Pourtant, je pense que Biglino et Buffa en Italie, ça a dû faire quelque chose comme quasiment 300 000 personnes en conférence, quoi, depuis le temps qu'ils font des conférences. Et sur divers sites, ça ne bouge pas une oreille. De toute façon, tant que les sites mainstream ne bougent pas une oreille, un pays ne bougera jamais une oreille. Sauf s'il fait une révolution à l'islandaise, de lui-même, dans la rue, hein, comme les manifestations spontanées sont arrivées à la grande surprise de tout le monde, ni Macron ni Le Pen, où les gens se sont retrouvés à la rue, on ne sait pas comment, quoi. Il faut se brancher au type de communauté qui existe, en dehors du contrôle de la matrice, dans la matrice pour l'instant. Donc résister, c'est ça, hein, c'est un acte de rébellion mentale, c'est la subvertir par un acte de révolution sociale, quoi. C'est nos habitudes de consommation, nos regards par rapport au monde matériel et financier qui nous entoure et qui nous a servi. Refuser de payer ses impôts si ça va servir à faire la guerre, par exemple, à son prochain. Tu vois, il y a un moment donné, il faut demander des comptes aux prédateurs qui nous donnent des leçons et qui font tout le contraire de ce qu'ils nous imposent. Donc c'est ça, la culture du changement dans la matrice, c'est reprogrammer son environnement proche et aussi se remettre en question soi-même, ses propres habitudes de consommation. Ça, on n'est pas prêt de les laisser tomber. On est complètement addict au monde artificiel, à la tablette, à Internet, les gadgets, les téléphones, les machins. Le monde de la communication, c'est à la fois, ça nous permet de communiquer énormément d'infos et de trouver toutes les magouilles et soulever des lièvres, mais aussi ça nous rend addicts complètement à ce monde matériel. Donc voilà, où est l'équilibre? Il faut un équilibre hors matrice, dans la matrice. Comment fait-on? En tout cas, bon, on peut proposer différents programmes, hein, mais bon, ça va prendre peut-être un électrochoc ou encore 1000 ans, je ne sais pas. On verra bien. Là, par contre, ce que tu dis, moi je vois bien, même ce que vous dites tout depuis tout à l'heure, je vois bien la solution pour sortir de la matrice sociétale telle que décrite par Silvano. Mais cette remise en question pour sortir d'une matrice tenue par des entités, dans l'hypothèse où elle existe, je vois pas, tu vois, en quoi ça peut nous aider. Si tu identifies la hiérarchie pyramidale qui nous contrôle, et tu vas directement à la source de ce contrôle, c'est là où tu peux modifier aussi les choses. Si tu es en bout de ligne et tu cherches uniquement à modifier les conséquences de ce pur produit de la prédation pyramidale,
c'est comme mettre un pansement sur une plaie béante, tu ne vas rien refermer du tout, tu ne vas rien changer. Donc non, il faut aller à la source du problème. C'est-à-dire qu'on est habitué à cloisonner tout. Alors on se dit, oui, lui, il va parler de la politique, lui, il va parler de l'ufologie, lui, il va parler du spiritisme, lui, c'est le spirituel, etc. Mais la société nous cloisonne dans chaque domaine en disant l'autre va ridiculiser tel sujet, parce que celui-là, il ne croit pas à ce sujet-là, mais on est tous dans des tiroirs, dans des boîtes à penser. On est complètement prisonniers de chaque boîte à penser. Tu vois, on range tout le monde dans une boîte. Un stéréotype. Et il ne sort pas de ce tiroir, il ne verra jamais autre chose. Physiquement, ce sont des particules qui n'existent pas dans sa réalité encore. Tu vois, c'est des projections holographiques, des photons qui ne sont pas encore matérialisés. Il ne peut pas concevoir qu'il y ait d'autres êtres que l'humain, par exemple. Et il croit que tout est dû à la prédation par l'argent, à l'avidité du pouvoir des psychopathes qui nous dirigent, etc., sans voir, en excluant totalement l'occultisme qu'ils utilisent pour nous maintenir dans une hypnose de masse, depuis des millénaires, depuis le début, en excluant à quoi correspondent ces occultismes, en excluant les pactes qu'ils ont faits avec d'autres entités qui sont peut-être pas terrestres ou interdimensionnelles ou autres, en tout cas une faction, un collectif de factions prédatrices. Alors je ne dis pas que tous les êtres non terrestres sont des prédateurs, mais ceux qui sont ici et se nourrissent le sont. Sinon, honnêtement, une abduction, alors il faut arrêter de nous dire que abducter, enlever quelqu'un de façon secrète en lui proposant des souvenirs écrans pour lui faire oublier, c'est quelque chose de totalement bienveillant. C'est tout à fait l'inverse. Quand tu caches quelque chose, c'est que tu n'es pas très fier de ce que tu es en train de faire. Tu vois, tu prélèves un mouton, tu vas l'emmener à l'abattoir, où tu vas le trafiquer, tu vas prendre ses organes, etc., où tu vas le faire enfanter quelque chose, un fœtus, tu vas t'en servir pour te nourrir psychiquement ou pour l'hybridation. Je veux dire, désolé, c'est un acte prédateur. C'est vraiment un service à soi. Mais alors Marc, parce qu'on a fait cette émission effectivement le mois dernier sur les abductions, on a vu à quoi servait l'abduction, mais est-ce que les entités qui enlèvent des humains, est-ce que ce sont eux, finalement, ces entités qui créent notre matrice, ou est-ce qu'eux-mêmes sont dans cette matrice artificielle et ne sont qu'un produit de la matrice? C'est une excellente question, chef. Ils sont dans la leur. Ils sont dans la leur. Ils sont dans la leur, femme? Oui, je vois le titre, là, nous vivons dans le moyen astral. Oui, on vit non seulement dans le moyen astral, mais on vit partout. On vit dans le bas, dans l'éthérique, on vit à tous les niveaux. Mais ce n'est pas notre corps physique. Notre corps physique, il vit au niveau physique. Notre corps astral vit dans l'astral. Alors après, s'il vibre haut, il sera plutôt dans le haut astral. S'il vibre bas, il sera dans le bas astral, très confronté à tous nos prédateurs et très influencé aussi par la vibration qu'ils émettent et qui tend à se superposer à la nôtre. Le côté vibratoire, vous savez, on peut décaler une horloge en mettant une autre ou plusieurs autres à côté qui sont légèrement décalées. Finalement, les horloges finissent par se décaler les unes les autres. Si ton cœur ou un organe fonctionne bien à 80 Hz et qu'à côté de toi, il y a un appareil qui envoie du 79, s'il émet suffisamment fort, il va finir par prendre le dessus sur ton cœur, sur son système nerveux autonome, et ton cœur va mal fonctionner. C'est un petit peu aussi un des autres empoisonnements mental et psychique auxquels on est subi. Donc, si maintenant on vit dans le haut astral, on va s'éloigner notre cœur, toujours par exemple, il va par exemple passer à 120 ou à 40, faut voir, hein, et s'éloignant encore plus de la fréquence parasite, être encore moins sujet, accessible et en meilleure santé. Donc là, c'est pareil. Autant qu'on en est tous là, je pense qu'on a conscience de vivre effectivement cette matrice, qu'on essaye de fonctionner, de vivre en fonction de ça, dans nos pensées, dans nos actions tous les jours, etc. Ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, on va dire un petit peu au sens large, tous ceux qui sont dans cette communauté spirituelle, ufologique, etc., on va dire qu'on a tous plus ou moins conscience de ça, et pourtant, moi je ne vois pas de changement, j'ai toujours l'impression d'être dans une matrice. Je ne sais pas, quel est votre sentiment là-dessus?
Oui, ça changera C'est pas, vraiment- ça changera pas, ça, Antoine. Hein. De toute façon, tu vas pas tout seul, tu peux rien faire. Personne ne peut rien faire tout seul. Donc, on sera toujours encore et encore longtemps dans cette matrice. Il faut pour sortir de cette matrice que tous les peuples de la Terre se soulèvent et qu'on mette en place une nouvelle organisation de tout, hein, politique, de distribution des richesses, du travail. Parce que en fait, le problème, c'est que la corruption, elle est partout et on ne pourra jamais s'en sortir. Et puis, les banques, regarde, quand tu prends rien qu'une idée comme ça, la dette de chaque pays, tu additionnes la dette de chaque pays, ça doit atteindre un truc de ça dépasse les 150 000 milliards de dollars. Question, à qui on doit ces 150 000 milliards de dollars? Tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fabrication, on fabrique de la monnaie. Tu as besoin d'un prêt de 100 000 euros pour t'acheter une superbe voiture, tu vas à la banque, elle ouvre 100 000 euros en informatique et elle te crée 100 000 euros de monnaie. Il n'y a rien en contrepartie. Tu reçois souvent des pubs, par exemple, sur investissez en or, sur des SCPI, sur des sociétés civiles immobilières, des fonds de commun de placement en or, je veux dire. Eh ben, tu sais que ils en ont vendu tellement que si tout le monde les vendait demain, ils disaient tiens, moi je veux vendre mes fonds sur papier or, l'once d'or vaudrait 170 000 dollars. T'imagines un petit peu? Il y a plus, ils ont émis plus de papier or qu'il y a d'or sur Terre. Donc le méfait, il est là. C'est juste, c'est la dette, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. C'est Voilà. faire des C'est une intérêts. situation fausse. Oui, effectivement. C'est comme les gens qui meurent de faim, c'est une situation fausse quelque part. C'est une situation qui a été mise en place, qui est créée artificiellement, maintenue artificiellement. Et oui. C'est l'opium des masses, l'argent. Voilà. Alors les masses, elles sont trop occupées à le dépenser ou pas du tout l'obtenir, hein, dans de la merde. Et puis on est devenus des chiens de Pavlov, hein, quelque part. L'argent, c'est notre cloche du dîner, quoi. Ouais, mais alors c'est vachement déprimant tout ça, les garçons, parce que ça signifie que nous, on a conscience, on va dire qu'on a conscience des choses. Alors, on va se positionner là-dessus. On a conscience des choses, on essaye de faire les choses, voilà, et puis on voit bien qu'il finalement il n'y a pas de solution. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas les 99,9% qui ont raison de faire comme le Gus dans Matrix, je me rappelle plus quel est son nom, qui finalement lui a décidé d'être réintégré dans la matrice, de tout oublier et puis de vivre comme un mouton. Ah, c'est une bonne question, mais à la fin, c'est quand même ceux qui pensent et qui réfléchissent, qui ont leur taux vibratoire qui augmente. Moi, j'ai déjà pu constater ça. Hein. Je ne connais personne qui n'aborde pas ces sujets, qui ne pense pas à tous les sujets que nous avons l'habitude de débattre, qui puisse avoir un taux vibratoire élevé. Je n'ai jamais vu. Les taux vibratoires les plus élevés que je connaisse, c'est des gens qui font des recherches sur tout ce qui est archéologie, ufologie, démoniologie, tous ces sujets-là. Et en fait, plus tu t'approfondis, plus tu as un taux vibratoire qui augmente. Et c'est bien là le nerf de la guerre. Et là, je suis d'accord avec Pam, c'est que justement, ils ne veulent pas qu'on ait accès à ces connaissances, parce que si on a accès à ces connaissances, on a un taux vibratoire qui s'accélère, et si on a un taux vibratoire qui s'accélère, on entraîne de facto celui de la Terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'ils nous maintiennent bas. Et pour nous maintenir bas, il ne faut surtout pas qu'on réfléchisse. Donc, moi, ça sert quand même, Antoine, de ne pas rester dans le classique métro, boulot, hier avec les copains, foot, dodo. Quoique le foot, j'aime bien. Hein. Tant bien avec les copains aussi. Et peut-être que la solution, c'est de lutter contre le mensonge. Tout ce qui est faux, on n'admet plus. Et on voit Mais ça, qui dirige tout droit vers 1984 d'Orwell. Là, de toute façon, dans l'histoire, on a bien vu qu'il n'y a aucun peuple qui s'est vu offrir sa liberté. Non. Si on laisse faire, l'État ne fait que monter en puissance. Donc, ils n'abandonnent jamais le pouvoir aux citoyens gratuitement. Donc, Ouais, mais là, on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que si tu prends n'importe quel péon dans n'importe quel pays, il lutte, quoi. Il n'est pas pour le mensonge, il n'est pas pour la corruption. Attention, si les péons n'ont pas suivi l'entraînement ancien des guerriers des tribus autochtones, aborigènes, ils vont lui manquer des notions de vertu qui sont absolument nécessaires à la vie en commun. Saine, hein, la vie familiale en commun, hein, où on partage, où on s'apprécie, on s'aime, on s'entraide.
Est-ce que c'est pas déjà ça aujourd'hui la première valeur, il me semble, c'est la famille. C'est-à-dire que même le mec qui va passer sa vie au travail pour gagner beaucoup d'argent, etc., à la base, c'est pour sa famille, tu vois. Et on voit Mais bien tu que vois tout si est bien. pour détruire les valeurs famille aujourd'hui, de toute façon, dans tout ce qui est influence de masse subliminale, les médias, les films, la politique. On voit bien que tout est fait pour détruire justement ce noyau familial. Mais en même temps, ça peut être aussi une des choses qui retient les âmes prisonnières pour revenir s'incarner après la vie dans cette matrice et continuer de servir de nourriture karmique aux prédateurs et aux parasites qui s'en nourrissent et qui s'en délectent. Et donc à chaque guerre, à chaque énorme guerre avec beaucoup de morts, c'est un vrai festin pour eux. Donc, donc c'est ça le problème, c'est que il y a un équilibre, il y a les deux extrêmes. La famille, d'un côté oui, mais la famille avec les attachements émotionnels, c'est aussi un moyen de garder les gens prisonniers de ce chantage matériel, puisqu'il va falloir les faire vivre, les nourrir, ces familles-là. Donc c'est aussi la prison dans laquelle on a été mise. Oui, c'est un des moyens. Alors, quels sont les agents d'ailleurs de la matrice? Dans mon interview avec Marie-Laure Stott, on avait réussi à déterminer que l'ego, par exemple, c'était un des agents de la matrice pour pouvoir maintenir les personnes dans cette matrice. Pour vous, quels seraient les autres agents de la matrice? Le regard d'autrui. La notion qu'on a du regard d'autrui. Alors ça, c'est compliqué, tu vas pas crever les yeux à tout le monde. Non. Je veux dire, c'est peut-être une facette de l'ego aussi, en fait. Oui, ça c'est de l'ego aussi, oui, tout à fait. Oh, pour moi, la religion, Mm. c'est le moyen, depuis la nuit des temps, le plus simple. Pense comme ton Dieu, ne pense pas à autre chose. Dieu est tout, Dieu fera tout. Il va te sauver, il va revenir, mais ne pense à rien d'autre. La religion est loin devant. L'ego est en deux. Toi, tu mets l'ego en deux. D'accord. Oh oui. Oui, effectivement, par rapport à la religion, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire pour quelqu'un afin qu'il détermine où est le bien et où est le mal. Je crois qu'il y a d'autres moyens de pouvoir savoir vivre correctement sans passer par la religion. La religion, c'est plutôt frustratoire qu'émancipatoire, hein, d'ailleurs. Moi, je pense que le premier gardien, le plus fort, c'est l'éducation, en fait. Et par l'éducation, on arrive à imposer cette ingénierie sociale à tous les niveaux depuis longtemps, depuis que l'éducation existe. Et que après, on voit que ces 13 familles sur Terre qui sont plus ou moins descendants de certaines lignées de sang, que je ne dirais pas hybride, mais presque, en tout cas je le pense, et donc ils contrôlent le monde. On voit bien que ça se réduit à quelques individus qui financent toutes les guerres. Les deux côtés des guerres, c'est toujours les mêmes. Donc entre les Rothschild, les Rockefeller, et les 11 autres, plus les sous-agents comme Soros et compagnie, et tous ces agents du mal comme Jacques Attali, Dick Cheney, il y en a un paquet, BHL, etc. chez nous, qui poussent à la guerre tout le temps. Donc on a le complexe militaro-industriel, forcément, les militaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Le contrôle total, entretenir cette guerre permanente pour que les moutons soient hargneux, qu'il y ait un choc permanent de civilisation. Donc c'est pour ça qu'on vide les prisons à l'étranger pour envoyer les repris de justesse chez nous, par le biais de passeurs payés par Soros et JP Morgan, donc pour nous faire croire qu'on manque d'humanité. Alors qu'à la base, ce sont ces colonisations pour les matières premières qui sont à la base, et ces guerres provoquées de façon factice, et tous ces prétextes bidons, attentats, false flag, c'est le nerf de la guerre, c'est l'éducation et donc l'accès à la vérité, la connaissance. Pour moi, c'est les principaux gardiens, et donc le conditionnement du mental et de l'ego vient de là. L'ego, il est conditionné en fait par tout ça. Donc voilà, pour moi, ce sont les principaux gardiens. Et évidemment, il y en a dans toutes les couches de la société des gardiens. Tous les gens autour de nous qui nous disent « t'es fou », par exemple. Tu vois, tu divagues, t'es complètement à côté de la plaque, t'es en train d'halluciner, je sais pas, t'as fumé la moquette, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est les gens complètement aveuglés, qui font l'autruche, soit délibérément, soit par ignorance conditionnée, ou soit par complicité
directe ou indirecte, avec cette matrice, ce système, qui sont prêts à mourir, à défendre jusqu'à la mort, pour le voir continuer pour le moindre petit avantage matériel et égotique. Tu vois. Tous les gens autour de nous qui nous traitent de cons, en fait. Je rajouterais la peur comme agent de la matrice. C'est un outil, oui. Peur de la mort, peur de tout. Oui, c'est ça. Je dis que si d'emblée on conçoit que la mort n'est qu'un changement de véhicule, bien, va faire peur à quelqu'un après. Ouais. Alors tiens, en parlant de la mort, du changement de véhicule, de l'âme, tout à l'heure on en a parlé un petit peu. Moi je me posais la question, et puis j'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'on était parti sur un autre sujet. Si finalement il y a réincarnation, hop, notre âme est venue sur cette planète, elle a expérimenté, donc elle sait en revenant qu'elle a expérimenté dans une zone qui était matricielle, qui était tenue par tout ce qu'on a pu définir depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on y revient ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs ? Il y a les parasites qui interviennent. Donc les parasites, ils sont encore au-dessus de la gestion de l'âme Voilà. Mon neuralizer a fonctionné. Eh ben, ça va dépendre de ton niveau d'éveil, de conscience vibratoire. Ils vont pouvoir intervenir ou pas. Je pense qu'ils ne peuvent plus intervenir sur ceux qu'on appelle, peut-être par abus, les maîtres ascensionnés, qui sont des humains qui sont vraiment bien dégagés de tous les mauvais côtés de la matrice et qui, même avant de mourir, sont déjà respectés alentour, amènent le bien, guérissent, sont de sagesse, sont de bons conseils, améliorent la vibration générale du lieu, carrément, j'irai jusque-là. Et eux, je ne pense pas qu'ils puissent se faire vraiment hacker lors de leur réincarnation. Tandis que sinon, on est dans le train et puis on n'est pas vraiment aux commandes du train. Donc on est dans un wagon, on n'est pas aux commandes du train et puis on ne peut s'arrêter qu'aux stations, quoi, qui sont un peu choisies pour qu'on tombe dans le trou. On nous gave d'informations que l'on efface à volonté ou qu'on remplace par d'autres informations. Et ça, on le voit bien en hypnose et les souvenirs écrans pendant certaines rencontres et aussi abduction militaire, pourquoi pas. Alors moi, je rappelle quelques phrases de certains clients en hypnose régressive, je vais citer ceux de Rachel, qui parlent de ça. Il y en a qui parlent d'énergie négative imprimée dans notre ADN et notre conscience, notre âme incarnée au fil des incarnations. Alors, elles sont liées, ces énergies négatives, aux causes des souffrances et de la mort dans leur vie antérieure. Par exemple, la manière dont ils se souviennent, en tout cas je parle en hypnose, de traumatismes dans leur vie actuelle proviennent souvent de la façon dont ils sont morts dans leur vie antérieure. C'est ce qui ressort des hypnoses régressives. Il y a présence d'implants éthériques, physiques, autres et autres. Il y a des protocoles pour se désimplanter nous-mêmes, parce qu'il y a des réalités factices de dualité au niveau de l'inconscient. Il faut sortir des comportements nocifs, toxiques, tels que le manque de confiance, l'autosabotage, la stagnation, la dépression, les violences au quotidien, les addictions compensatoires, les failles énergétiques. Alors les phrases et les citations de cas d'hypnose. Des gens qui disent « on est dans une prison énergétique vibratoire qu'on appelle la matrice ». Ça, ils le disent. Bon, on est à la période actuelle, il aurait fallu les régresser en hypnose avant la sortie du film Matrix. Bon, mais on s'en fout. On voit bien que la matrice a eu d'autres appellations avant dans l'histoire. Manipulation de notre consentement. Fausses promesses qui ne tiennent pas. Alors, c'est qui ? Les gardiens de la matrice, peut-être. Dans l'après-vie, dans le faux tunnel de lumière, tu vois, dans l'entre-deux-vies. Ces théocrates, je ne sais pas, ces êtres-là, ces archontes, qui veulent absolument nous renvoyer dans cette matrice pour continuer à se nourrir de notre énergie, de notre âme. Il parle d'emprisonnement de l'âme pour se nourrir des émotions négatives. Deux cousines en régression hypnotique ont vu la même chose, par exemple. À la potence, toutes les deux, d'un angle différent, la même scène. Tu vois que c'est extraordinaire parce qu'elles ne se sont pas concertées avant de faire une hypnose régressive, chacune de leur côté. Voilà, dans les vies antérieures, il y a beaucoup de sorciers, de sorcières, et dans ces vies, ces gens sont un peu des guérisseurs. Est-ce qu'il y a une intimidation pour cette vie-ci donc voilà. Il y a souvent des vrais guides aussi qui sont cités. Donc il y a potentiellement des guides positifs. Après le nettoyage, il y a une révocation des pactes, etc. Donc le côté positif, c'est qu'il y a aussi dans ces régressions des parties de nous-mêmes qui sont sur d'autres planètes,
Donc des visions un peu idylliques. Hein. Alors je ne sais pas si c'est de l'induction mentale, mais en tout cas sur des planètes bleues, des dauphins, des sirènes, sans dualité. Donc il existe des mondes sans dualité. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit topo sur les régressions hypnotiques. Est-ce que Par contre, tu dis dans les vies, dans les vies antérieures, il y avait des sorciers et des sorcières. Je te rassure, Marc, hein, ça n'a pas changé. On les appelle juste un petit peu différemment aujourd'hui. Mais la magie noire, elle est très très développée en 2017. Agent de la Matrice et sorcier? Agent dans la matrice. Enfin, agent de tout. Ok. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est un sujet qui est vaste et compliqué, j'ai envie de dire, parce que... Celui qui dit que c'est ça, Je- tu me l'amènes. Voilà. C'est ça. Je suis pas sûr que vous ayez réussi à vous faire une conviction, vous forger une conviction avec cette discussion, parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Moi, j'avoue, je penche quand même plus du côté de la matrice sociétale, voilà, parce que j'ai encore espoir qu'on arrive à trouver des solutions pour en sortir. Si on est dans une matrice prise, créée par des entités, là, j'ai un peu plus de mal à voir poindre l'espoir de sortir de cette matrice, quoi. En plus, la matrice créée par des entités aurait le double désavantage, non seulement qu'on ne pourrait pas en sortir, mais d'entretenir une psychose anxiogène qui ferait encore baisser plus le taux vibratoire. Donc, tu vois, ça serait double peine. C'est ça. Alors, au final, et pour conclure, si vous aviez chacun un conseil à nous donner, à appliquer pour essayer, voilà, au moins ne serait-ce que de faire monter son taux vibratoire ou essayer de s'extraire et d'être le moins dupe possible de cette matrice. Sylvano, si je commence par toi. Eh bien, déconnectez la télé autant que vous pouvez, surtout sur les émissions d'information, la radio également. Faites vos propres recherches, discutez, passez du temps avec vos amis, discutez de sujets qui ne sont pas ceux des médias mainstream. Allez chez votre médecin le moins possible, pas parce qu'on a un mal de tête qu'il faut prendre un médicament. Le mal de tête, vous allez voir, il va passer tout seul. Petit à petit, peut-être pas tout de suite si vous avez l'habitude de prendre des médicaments. Tenez-vous loin de la médecine traditionnelle, des vaccins, ne vous vaccinez pas. Et essayez, dans la mesure du possible, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, de manger bio et de boire bio et de vous tenir très loin de l'eau du robinet. Voilà. Ou sinon, vous achetez des filtres Brica, là, comment ça s'appelle, les récipients Brica. Il y a un filtre à charbon actif pour pouvoir prendre l'eau du robinet. Voilà. Ok. Pam, pour toi, quels seraient les conseils? Au niveau corporel, oui, c'est ça, c'est tout le côté santé que vient de détailler Sylvano, c'est la méthode anti-chemtrail, la dépuration. Au niveau spirituel, c'est laisse tomber la Rolex, mon gars, laisse tomber. Un millionnaire, il a piqué de l'argent à 990 999 personnes. Il en a trop, il ne sait pas quoi en faire, c'est pas possible. Il est obligé de le dépenser et de l'investir dans le programme spatial secret. C'est incroyable. La solution aujourd'hui, on est très mal barré. On est très mal barré. On est très très pollué. La planète est très très polluée. Je m'intéresserai aux derniers Russes là qui arrivent à demander à des micro-organismes de transmuter les métaux radioactifs et qui y arrivent de manière plus efficace que d'ordinaire. Et puis tout, c'est-à-dire qu'on pourrait arroser Fukushima et, je sais pas, une vingtaine d'autres sites hyper pollués, hyper radioactifs et faire tomber la radioactivité tout en récoltant de l'or, et d'autres métaux, dont par exemple ceux dont on sert dans nos portables. Toutes sortes de métaux très, très, très riches et pas très riches, très chers, très difficiles à obtenir. Et puis, rester ouvert, tâcher d'évoluer, apprendre tous les jours quelque chose. Et tous les jours, sur ton métier, tu remettras 100 fois ton œuvrage. Voilà. Ok. Donc, ça passe. Et le sourire, parce que c'était déjà comme ça hier. Alors,
si on veut que ça change, il ne faut pas avoir la même gueule. Ok, Marc, ton point de vue. Bah écoute, vraiment l'enjeu actuel de ce siècle, c'est la connaissance et la mémoire. Et je pense que, effectivement, je ne vais pas vous refaire le coup du fameux neuralizer, mais c'est tout à fait ça. On est dans des cycles où on efface notre mémoire collective, notre mémoire sociale, et si on ne retient rien des périodes précédentes, et c'est bien ce qui se passe, on a l'impression d'être des poissons rouges qui tournent dans un bocal, et c'est même faire offense à certains poissons rouges qui ont plus de mémoire que nous. Au niveau social collectif, on n'a aucune mémoire. On reproduit les mêmes schémas, la même boucle temporelle. C'est ça qui me fait croire qu'on est vraiment dans une simulation. Moi, je pense que le but, c'est d'être et de vivre que l'on n'est qu'un, et qu'on garde cette mémoire, donc cette capacité qui nous permet de nous identifier à notre être, à la superficie de notre être, et pas aux étapes inférieures. Donc, il faut dépasser le mental et le conditionnement, parce que le mental, c'est du conditionnement. Donc, écoutez, c'est se contenter justement dans la joie de contrecarrer les plans de cette influence négative des parasites de la matrice. C'est de rester soi-même et puis d'avoir une sorte de but, de mission dans cette vie, dans cette incarnation pour évoluer. Et puis, voilà. C'est continuer à garder de l'espoir, et je pense qu'on se dirige vers deux humanités différentes. En tout cas, le fossé se creuse et qu'il ne va pas falloir être trop émotif et attaché à cette autre humanité qui n'aura jamais un pied, soit dans la 5D ou d'autres dimensions supérieures, puisqu'ils ne veulent rien comprendre, et que c'est purement physique, en dehors d'être une programmation mentale dans cette simulation, et que rien n'est perdu. Hein. On est tous là de toute façon pour passer dans une autre dimension qui nous appelle, et puis et voilà, c'est pas un hasard si nous on s'incarne ici et on est quelques-uns, même peut-être très nombreux ailleurs, et on se réunit pour en parler de tout ça. En fait. Moi, je pense que la vibration de la Terre va permettre, en tout cas, peut-être pas dans nos vies actuelles, enfin j'espère, cette transformation. On est là pour se transmuter, se transformer, et on va peut-être le vivre nous. Voilà, pas confondre dimension et densité. Hein. Ok. Notre défi, c'est de mettre en valeur tout ce qui nous réunit, pas ce qui nous sépare, ce qu'on a en commun. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas cultiver la dualité et perdre son temps avec des gens qui pensent totalement le contraire de nous. Non, effectivement, je pense que vous avez chacun apporté des bons éléments de réponse. Avoir un but, c'est très important, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de but dans la vie et qui subissent leur vie. Donc déjà, créez-vous un but. Et puis l'éducation. Je pense qu'en éduquant nos enfants, on leur fera gagner du temps par rapport à tout ce cheminement, nous, qui nous a permis d'en arriver là, à cette réflexion. Voilà. Éduquez-les, et puis... Pardon. On ne fait pas des enfants pour en laisser l'éducation à d'autres. Hein. C'est pas possible, ça. Enfin, dans un monde idéal, si on pouvait faire confiance, et si effectivement les éducateurs étaient sains, je ne dis pas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible, c'est idiot. Et on voit ce que ça donne là, en ma génération, on voit très bien. Il y a très peu de gens qui parlent plusieurs langues. Je me suis fait virer, donc j'ai plein de métiers, mais ceux qui n'en ont pas sont les premiers à perdre pied, à perdre dès qu'il y a des changements de politique ou économique ou même de philosophie. Hein, quand on leur dit le portable, c'est pas bon, je suis perdu, mais non, c'est pas obligatoire. Quand on voit ce qui nous attend, ce qu'attendent nos enfants, pour ceux qui en ont, avec les fameuses nouvelles directives du ministère de la Santé, là, qui sont en train de pousser un peu partout, sur les droits sexuels des enfants de 0 à 4 ans et de 4 à 12 ans, dont je ne vous dis pas pour l'instant, mais je devrais faire une interview bientôt là-dessus, c'est une calamité. C'est-à-dire que ce sont les pédophiles au pouvoir, les pédos satanistes et criminels qui sont au pouvoir. Et là, vraiment, assied leur positionnement par rapport au contrôle total de l'enfant, quoi. Et donc, les naissances, on ne se contente pas de nous prélever quand on veut et de nous conditionner, on légitimise ça avec des lois maintenant qui vont passer. Donc voilà, c'est tout.
Ok. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette conversation très enrichissante. Et puis, bon, je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Tipeee pour et si on parlait vraiment d'ufologie, car vous l'avez compris ici, on parle vraiment d'ufologie. Allez, ciao et choisissez la bonne pilule.